petite révolution fiscale qui va sûrement enquiquiner les petits entrepreneurs. À partir du 1er juin, pour une facture de plus de 5 000 shekels, il faudra l'autorisation préalable du fisc. Il s'appelle Daniel Guggenheim. On est ravis de l'accueillir sur le plateau de Studio Qualitas chaque semaine pour parler de ce qui a buzzé dans la presse israélienne. Daniel Guggenheim, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, vous êtes docteur en économie, vous lisez la presse économique tous les jours et vous nous en faites un petit résumé chaque semaine. Alors, on va parler de l'indice des prix. Ça, c'est votre dada. C'est comme ça que vous commencez à regarder ce qu'il se passe chez nous. Il a monté ou il a baissé au mois d'avril? L'indice des prix du mois d'avril, comme prévu, a augmenté de 1,1%. Maintenant, on va dire que c'est énorme. Alors ça, il faut toujours faire attention aux chiffres et remettre dans leur cadre. D'abord, il faut savoir que depuis 1 an, en Israël, les prix n'ont augmenté, suivant l'indice des statistiques, on vous dit l'inflation, que de 1,9%. C'est-à-dire, on est en dessous des 2%, alors que pour le gouvernement, l'objectif est de ne pas dépasser 3%. Donc, on est vraiment un peu en dessous du milieu, ce qui est très, très bien. En plus de ça, pourquoi ça s'est passé d'abord cela? Parce qu'en avril dernier, ça avait beaucoup aussi augmenté. Toujours le mois d'avril est un mois où il augmente beaucoup. Pourquoi? Parce que, par exemple, quelque chose qui n'a rien eu d'affaire, rapport avec l'augmentation de l'énergie, les fruits et légumes frais ont augmenté de 8% au mois d'avril. C'est normal parce que les fruits frais arrivent sur le marché et il y a cette augmentation de 8%. Maintenant, ce qu'il y a eu spécial, c'est effectivement une augmentation de 5%. Pourquoi vous trouvez ça normal, Daniel? Non, parce que c'est les fruits frais qui arrivent, donc les nouveaux fruits qui arrivent sur les prémices sont beaucoup plus chers au début de la saison qu'à la fin. C'est vrai. Et le transport qui a augmenté de 5%. Maintenant, pourquoi j'ai dit qu'il faut relativiser? Parce que on pense que sur toute l'année 2026, on sera autour de 2%, alors que si on voit des pays comme en Europe et la France en particulier, on parle de 4% d'inflation cette année, alors qu'ils étaient très vertueux, qu'ils étaient en dessous de 1%. Donc l'augmentation des prix de l'énergie en Israël a beaucoup moins d'impact que ce qu'il a en Europe et en France en particulier. Et surtout, on n'aura pas de problème de pénurie comme semble le faire dans certains autres pays. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, quand même, toute petite bonne nouvelle, c'est une baisse pour les services de santé de 0,1%. Maintenant, qu'est-ce qui est très intéressant dans cet indice qu'il faut faire attention? C'est l'immobilier. D'abord, comme d'habitude, je donne malheureusement l'augmentation qui est pour les prix des locataires. Ça, c'est quelque chose de très, très dur, 3,6%. Il y a un problème récurrent en Israël de fonds, de problèmes de prix de location. Ça devient vraiment très, très, très cher. Les gens m'appellent et voient, c'est des prix, à Jérusalem, j'entends vraiment des prix vraiment faramineux et c'est très, très lourd. Maintenant, concernant les prix des appartements qui sont vendus sur le marché. Alors, le statistique dit, ce que je vois, c'est la première fois après 2 mois où ça avait un peu baissé. Là, ce nouveau, ça augmente 0,3%. Mais après viennent les analyses des économistes qui regardent ce qui s'est passé. Ils voient qu'est-ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, ce qu'on appelle dirot la mishtaken. Il faut savoir qu'il y a en Israël beaucoup d'argent, malheureusement, je dirais, bon, ça c'est question de position, qui est donné sur des appartements qui coûteraient moins cher. Bien sûr que c'est acheté sur plan, etc. Et en vérité, ces appartements-là ont beaucoup augmenté. Pourquoi? Parce que ceux qui ont été vendus, c'est surtout des appartements de ce genre-là qui ont été vendus, et ils sont vendus dans des endroits qui sont très chers, dans des villes qui sont très chères, et également ils sont plus grands que les autres et donc ça fait augmenter si on regarde qu'est-ce qui a été vendu du point de vue des appartements, on a l'impression que ça a augmenté. Mais en fait, ils ont dit si on prend pas ça si on prend pas ces appartements-là en compte, eh ben il y aurait une baisse du prix de l'immobilier. Et leur preuve est que par exemple pour les promoteurs, donc ce qui est important, les appartements qui sont vendus maintenant, le stock continue à augmenter le stock des invendus. Et par exemple, ils disent des villes comme Herzliya et Haïfa, où il y a un doublement des stocks là-bas d'appartements qui sont en train de construire et qui n'ont pas trouvé pour l'instant d'acheteurs. Et qu'est-ce qu'on voit aussi? Que Moshe Léon est allé aux États-Unis pour essayer d'intéresser les Juifs américains à acheter à Jérusalem parce qu'il n'a pas réussi à vendre des appartements. Ils n'ont pas réussi à vendre des appartements. Malheureusement, je dis aussi à Jérusalem, beaucoup d'appartements qui sont vendus sont des appartements très chers qui ne peuvent pas être pour les gens locaux. C'est pour ça aussi que malheureusement, il y a des gens qui partent de Jérusalem. Maintenant,
aussi autre chose. Donc, une nouvelle chose qui existe, c'est que ce qu'on appelle association entre les promoteurs et les mots anonymes, les clubs. Quoi? Jusqu'à maintenant, c'est par exemple Rever, c'était connu que Rever, c'est tout ce qui est, je crois, administration et tout ça, qui est un très très grand club. Disait, si tu achètes par mois un appartement neuf, j'arrive à t'avoir une réduction jusqu'à 10% chez les promoteurs, 10-15%. Et maintenant, deux autres clubs qui n'ont rien à voir avec ça, qui s'appellent, par exemple, Nocéama Smith de Elal, Vatrafort, ils ont fait un accord avec des promoteurs. Si tu passes par nous, tu auras entre 10-15% de baisse jusqu'à 700 000 shekels de moins que le prix officiel. C'est énorme. Donc ça, il fallait lire les choses pour les histoires d'appartements. Un mot sur la croissance. Des gros titres, récession au premier trimestre, c'était la guerre, d'accord? Mais si on regarde les chiffres, combien il y a eu de récession à cause de la guerre? 3%. Sur une guerre qui a duré, et qui dure encore, enfin, qui a duré vraiment très durement pendant au moins un mois. Or, la précédente guerre, ce qu'on appelle âme que la vie pour les gens, ça a duré 12 jours et il y avait une baisse de 4% de croissance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, l'économie là a beaucoup plus marché même pendant la guerre et même ils ont dit, justement parler des appartements qui se construisent, même ce qu'on appelle terre ebnia, les endroits où se construisent les appartements, les chantiers, ont continué à se construire. Maintenant, dernier, ça, je ne pouvais pas passer sans ça, l'euro. L'euro, pour la première fois cette semaine, est passé en dessous de 3,37. Il faut revenir à novembre 2022, donc avant tous les problèmes, je pense, de la réforme judiciaire, pour avoir un taux aussi faible de l'euro. Maintenant, il faut savoir aussi, je ne vais pas rentrer ici dans le chose, qu'il y a eu la semaine dernière, à la fin de la semaine, et un peu encore maintenant, ce qu'on appelle une crise d'obligation des pays, ce qu'on appelle souverains. C'est-à-dire la France, maintenant, par exemple, jusqu'à maintenant, c'était autour de 3,5% sur 10 ans qu'une obligation se vendait. Maintenant, près que 4%, ça atteint presque les 4% cette semaine. C'est énorme. Et ça veut dire qu'il y a une crise de confiance des investisseurs. En Israël, on est pratiquement maintenant comme l'Europe. Les États-Unis, il y a eu aussi une énorme augmentation jusqu'à 4,5%. Donc nous, Israël, on préfère à 10 ans, on a plus confiance en Israël et pratiquement comme l'Europe. C'est plutôt une très bonne nouvelle. Bon, pour l'euro, on pense toujours aux retraités, évidemment. Donc, on espère que ça va un petit peu se stabiliser, en tout cas, pour ne pas trop atteindre leur pouvoir d'achat. On continue avec une nouvelle. Alors là, c'est carrément la petite révolution. Une petite révolution, on va dire, initiée par les impôts, parce que... On va vous expliquer tout. Il n'y aura plus possibilité de faire des factures au-dessus de 5 000 shekels sans obtenir au préalable un accord avec l'administration fiscale israélienne, c'est-à-dire avec les impôts israéliens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que on pense vraiment à tous les petits commerçants qui font pour eux 5 000, 6 000, 7 000 shekels de factures de façon très habituelle. Ça va tout changer pour eux. On peut résumer toute votre introduction, remarquable, je l'achèterai, par le mot suivant, coup de maître de l'administration fiscale ou fin des petits entrepreneurs. C'est ce que la presse israélienne se demande. Vraiment. Parce que, il faut revenir 2 secondes pour expliquer l'historique de ça. Justement, pour lutter contre les fausses factures, l'administration fiscale a obtenu une loi depuis 2024 et c'est rentré en fonction depuis 2025, comme vous le dites, que pour pouvoir avoir une facture, il fallait, qui était assez importante à l'époque, comment c'était au début, 25 000 shekels, parce qu'il y avait eu des grandes discussions et les représentants des entrepreneurs, des indépendants avaient dit, on ne tiendra pas les 5 000 que vous voulez. Alors, faites-le par étapes. Alors, ils ont commencé avec 25 000 shekels, donc début 2025. L'administration fiscale dit qu'elle n'a pas eu de problème point de vue des gens, tellement elle dit qu'il n'y a eu que 10% de réclamation jusqu'à maintenant. Elle dit qu'il s'agit de 1000 transactions qui sont refusées par semaine. De 150 entreprises différentes. Alors, quel motif? Ils ont expliqué pourquoi ils refusent les transactions. Et ils ont dit que grâce à ça, ils ont réussi à empêcher que des fausses factures soient faites. Ils évaluent les fausses factures qui auraient dû être faites de cette façon-là, c'est pas cette loi, de 35 milliards de shekels, qui revient à 6 milliards de shekels de TVA économisés. Et dit, et l'argent, l'État vient d'argent. Mais comment ils font pour analyser qu'une facture, d'un entrepreneur X va être une fausse facture? Ça devient compliqué quand même. Alors, comme gestion. Tout à fait. Alors, apparemment, il y a de l'intelligence artificielle, mais ils disent aussi qu'il y a des hommes derrière qui prennent des décisions. Si par exemple l'intelligence artificielle dit non et qu'il y a un problème, ils immédiatement sont là pour
permettre s'il y a le problème. Et ils disent que, comme je vous l'ai dit, qu'ils n'ont pas eu trop de réclamations jusqu'à maintenant. Maintenant, ce que disent les autres, et ce que votre cri, je l'entends, puisqu'elle a été fait, c'est que jusqu'à depuis janvier dernier, c'est 10 000 shekels. Mais là, de passer à 5 000 shekels, ils ont dit ça fait venir énormément d'indépendants, des dizaines de milliers d'indépendants et de freelance qui vont rentrer dans ce système-là. Alors, le système est comment? Ça veut dire qu'il faudra obtenir une vérification à chaque facture? Mais alors, comment ça va se faire techniquement? Parce que ça paraît dingue complètement, quoi. Pour pouvoir déduire la TVA votre TVA de cette facture et également considérer ça comme dépense, et pour l'autre, parce que c'est celui qui l'achète qui est concerné, il faudra pour ça que vous ayez, vous, en tant que prestataire de service, celui qui a donné la prestation, ait eu un numéro spécial du Mas Harnasa. Il va rentrer dans ça s'appelle un système, chaque personne, normalement... Chaque entrepreneur ce qu'on appelle les enrichis, là-bas, il va trouver ce système-là, et il dira, voilà, je veux faire maintenant une facture tant, voilà pour ça. Et normalement, ils disent la plupart du cas... Donc, automatiquement, on reçoit le numéro avant d'émettre la facture. Tout à fait, c'est ça ce qui se passe. C'est ça qui se passe. Maintenant, si on n'a pas de numéro et qu'on émet quand même la facture... Alors, vous pouvez le faire, mais celui qui va recevoir là, il ne pourra pas la déduire. Ni TVA, ni pour les dépenses. Voilà, c'est pour lutter contre les abus de TVA compensatoire, on va dire. Voilà, tout à fait. Voilà, c'est un peu compliqué, mais bon, voilà, c'est une nouvelle donne de l'administration fiscale israélienne. On espère que qu'on n'en aura pas trop à souffrir. On continue encore avec, bien sûr, Shavuot qui approche à grands pas. C'est l'occasion de faire le point, comme chaque année, en chiffres sur les produits issus de l'agriculture, Daniel. Tout à fait. En l'honneur de Shavuot, le ministère de l'Agriculture a publié comme chaque année des statistiques, moi je trouve assez encourageantes. La première, depuis l'année 2016 jusqu'à maintenant, donc les 10 dernières années, la production par étape de lait a augmenté de 44%. C'est énorme. Énorme. La nationalisation, 27 millions de litres par an donc de production en Israël. On dit toujours que les étables ne sont pas productives en Israël. Je trouve que c'est un très, très grand effort qui a été fait, justement. Point de vue, nous, des consommateurs, qu'est-ce qui se passe? Ils disent que en 2025, ils ont les chiffres de 2025, ils n'ont pas encore, bien sûr, les chiffres de 2026. On a vu l'année dernière une augmentation de 1,2% de la consommation des produits laitiers. Vous allez me dire, c'est bien, ça veut dire qu'on continue à produire, à consommer. Non. Et le résultat, c'est que si on regarde par habitant, parce en Israël, c'est un pays qui, démographiquement, augmente 3% à peu près. Donc, il y a une baisse par rapport à les habitants. De 0,6%, comme ça ils disent. Par exemple, un chiffre, par exemple, le plus simple, le lait normal, on dit que 45 litres par an, par habitant, se fait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est la grande mode en Israël? C'est ce qu'on appelle les tachlifé chalav en hébreu, c'est-à-dire tout ce qui remplace le lait aux amandes. Enfin, on a beaucoup entendu parler du lait parvé, on en a entendu parler oui, tout à fait. Du lait sans lait, en fait. Voilà. Et alors, lui, il a été multiplié par 5 de sa consommation, 35 millions de litres par an. Et il y a, ça c'est pour cet Arli Khalav. En tout, il parle de vente de un peu plus de 11 milliards de shekels de produits laitiers en Israël. Maintenant, pour Shavuot, vous qui faisiez la cuisine, vous savez très bien... Mais vous aussi, Daniel, vous faites la cuisine? Non, je laisse ça à ma femme, surtout pour les gâteaux. Moi, je fais que des choses simples. Et alors, qu'est-ce qui a énormément augmenté? C'est comme ça chaque année, il remarque 4 fois plus on achète de shamen emetouka. En français, comment on traduit? De la crème fleurette. La crème fleurette, oui, on a eu l'année dernière la même question. Et donc, ça beaucoup. Et peut-être quelque chose qui peut-être se prendra plus, 3 fois plus de consommation maintenant, ces derniers jours, de fromages spéciaux. Alors, dernière chose qu'il faut quand même que je dise, c'est qu'on a parlé au début, il y a quelques semaines de ça, de ce qui se passait à Carrefour et tout ça, et on entendait savoir, et aussi les problèmes par rapport aux manœuvres sur les produits laitiers, les prix, etc. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Alors, il y a une analyse très, très profonde qui a été faite par ce qui s'appelle le Lobby 99. C'est un groupe indépendant qui essaie de lutter contre la vie chère et contre tous les problèmes en Israël qu'on connaît. Et ils ont regardé 600 produits. Et qu'est-ce qu'ils se rendent compte? Qu'il y a une différence cette année de 300 shekels entre le panier pour Shavuot
entre le plus cher et le moins cher, ce qui est assez important, 300 shekels. Mais en plus de ça, il dit comme ça, que Carrefour n'est pas celle qui est la moins chère et que, comme d'habitude, ceux qui arrivent à faire les moins chers, c'est Ocherad et Rami Lévy qui, eux, ont réussi pour Shavuot à tirer leur épingle du jeu et pour le consommateur, donc il faut le savoir. Voilà, pour le consommateur, vous avez, Daniel vous a donné les super où aller si vous avez envie de faire des économies, en tout cas de ne pas exploser votre budget. On continue, Daniel, et on termine avec la start-up israélienne Deka. Alors, pour ceux qui cherchent toujours où investir, ben, c'est une start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle, eh bien, qui collecte 300 millions de dollars pour une valeur de 4 milliards de dollars. Alors, expliquez un petit peu ce phénomène. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, collecter 300 millions de dollars pour une valeur de 4 milliards de dollars, pour ceux qui sont novices? Bien, tout de suite, je voudrais juste dire que parce qu'on est comme Shavuot, je peux faire une blague ou une petite blague. J'ai entendu cette semaine qu'Elon Musk a dit qu'Israël est de loin le pays le plus. C'est pas une blague, c'est vrai, il l'a vraiment dit. Moi, c'est quoi la blague que je veux dire? C'est qu'il écoute souvent notre chronique, puisque chaque semaine, nous arrivons ici à parler de sociétés qui sont des licornes, c'est-à-dire qui ont plus d'1 milliard de dollars. Pour répondre donc à votre question de quoi il s'agit. Lorsque une entreprise est cotée en bourse, il n'y a pas de problème pour savoir sa valeur, parce que c'est le marché qui l'établit, même au moment d'émission. C'est comment les gens sont prêts à acheter. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand une entreprise veut rester privée pour différentes raisons, elle ne peut pas encore aller à la bourse, mais elle a un produit. Et donc, elle s'adresse à des fonds privés, des fonds d'investissement dans le monde entier, ce qu'on appelle les capitaux à risque, souvent des capitaux à risque. Ça peut être aussi des sociétés qui sont liées au même secteur de cette entreprise qui a un produit nouveau, quelque chose qui peut aider énormément l'entreprise. Et l'entreprise qui va maintenant investir dedans, elle voudra pas acheter toute l'entreprise, elle veut acheter qu'une partie de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils disent, voilà, nous, on veut collecter, on estime que notre société vend tant et tant. Tu veux combien de pourcentage de notre société? Et en fonction de ça, ils vendent leur part, les parts de la société. Et donc, ce chiffre, par exemple, 300 millions de dollars, ça représente, donc, maintenant, c'est 4 milliards de dollars, ça représente à peu près 10%, un peu moins de 10% du prix. Ça veut dire qu'ils ont vendu pour un peu moins de 10% des parts qui restaient encore avant. 10% pour 4 milliards de dollars. Ils avaient déjà collecté 100 millions de dollars. Mais quand même, c'est pour ces gens qui ont été là-dedans, c'est quand même un bon bénéfice. On peut toujours investir dedans ou pas? Alors justement, d'abord, c'est que, comme je l'ai dit, c'est des capitaux privés. Là, c'est pas quelque chose qui est à la bourse, mais c'est quelque chose qui est extraordinaire. D'abord, pourquoi? Parce que c'est une entreprise qui a été fondée en 2023. Donc, c'est incroyable qu'en 3 ans, elle a déjà 4 milliards de dollars. Maintenant, elle a 100 employés. Et qu'est-ce qu'elle fait de très spécial? Elle a réussi maintenant, d'ailleurs, à faire un accord de coopération avec Nvidia et Amazon, les deux, parce que elle est sur l'intelligence artificielle, également en tant que commerce, également sur tous les produits de l'intelligence artificielle, même la robotique ou les médias et les publicités. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Elle a un produit qui permet, justement par l'intelligence artificielle, de faire des choses qu'on n'arrivait jusqu'à maintenant pas à faire, et également à un moindre coût. Et leur dernier produit est un produit qui permettra de faire une vidéo interactive par l'intelligence artificielle, quelque chose de spécial que Nvidia n'avait pas la force de développer là-dessus, et donc elle pourra acheter les produits de cette société Deka. Bon, bah, apparemment, une société qui a encore de beaux jours devant elle. Merci, Daniel, pour toutes ces infos. On se retrouve bien après Shavuot. Et en tout cas, on souhaite bonne fête à tout le monde. Et merci, comme d'habitude. À la semaine prochaine. Avec plaisir.